Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 10 heures. Bienvenue dans e-école. 10 heures à cette heure, peut-être, vous devrez en train dans les classes faire cours avec les professeurs. Le coronavirus est passé par là. Confinement oblige. Les écoles et universités ferment les portes, mais e-école vous offre des cours chez vous. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on a le professeur de français avec nous, professeur Ilersène. Bonjour. Bonjour, Papa Alioussa. Bienvenue. Dans l'école. Merci beaucoup. Mais avant de commencer les cours, les normes hygiéniques s'imposent. Des gestes simples, se laver tout simplement les mains. La distance d'1 mètre également est respectée. Avant de commencer les cours. Des gestes simples également à tous ceux qui nous suivent sur ITV ou bien ITV Sénégal. C'est sur la plateforme virtuelle. Vous pouvez poser vos questions, vos préoccupations. Le professeur Ilersène va répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de français, mais avec un cas pratique qui consiste en genre littéraire et plus précisément le roman. Avant d'entrer dans le fond, nous allons faire une différenciation de genre. Si pour un élève, la différenciation s'impose entre le roman, la poésie et le théâtre, comment faire la distinction entre ces 3 genres littéraires d'ailleurs? Voilà. Merci beaucoup, Pape Aliou. Oui. Permettez-moi d'abord de m'inscrire dans cette logique de la sensibilisation et demander aux élèves, n'est-ce pas, de rester à la maison. Oui. Justement, voilà pourquoi les cours ont été suspendus et justement, e-école nous permet, n'est-ce pas, déjà de continuer ce contact avec les élèves, même si ce contact est virtuel, mais quand même c'est très bien. Et pour faire la différence entre le roman, la poésie et le théâtre, ce qui nous intéresse déjà. Donc, quand on parle de la poésie, on parle déjà d'un art du langage. La poésie étant un genre versifié qui veut être d'abord un art du langage. Alors que le roman se veut d'abord être fictif. C'est une œuvre, c'est un récit narratif. Donc on parle justement par définition que le roman est un récit narratif, c'est-à-dire un récit de fiction. Il y a une narration. Ce qu'on retrouve dans la poésie, peut-être, on parlera de fables, n'est-ce pas? Alors, les fables comme celles de Jean de La Fontaine, justement, par exemple. Les fables de Jean de La Fontaine, c'est un type de poésie versifiée, mais également narrée. Donc, dans la poésie, on peut retrouver une narration. Mais cette narration, on la retrouve omniprésente dans le roman. Il y a l'aspect de la narration dans le roman, il y a l'aspect de la poésie, des vers dans la poésie, et je pense également qu'il y a une différenciation étymologique même, surtout dans la forme. Ici, on a la prose, ici, on a le vers. Justement. Et il faut comprendre une chose, que le roman au début, c'est-à-dire au Moyen-Âge, pouvait être également écrit en vers, n'est-ce pas? Justement. Et d'ailleurs, cela me permet d'apporter cette approche étymologique qui nous dit déjà que le roman, avant, aussi surprenant que cela puisse être, était d'abord, n'est-ce pas, écrit en vers. C'était une langue d'abord, ce qu'on appelait la langue romane. Donc, était roman, tout écrit en langue romane, en vers ou en prose, contenant alors des histoires fabuleuses. Cette partie-là m'intéresse, j'en parlerai tout à l'heure. Donc le roman, c'est à partir du XVIe siècle, je pense, 12-16e siècle, que le roman va être écrit généralement en prose. Un genre qui n'était pas favorisé par les écrivains, parce qu'au début, il y avait le théâtre, il y avait la poésie, mais un genre qui a fait son éclosion vers 18e, 19e siècle, avec les romans autobiographiques. Pourquoi cette éclosion? C'est par rapport à la facilité, par rapport à la narration? Pourquoi le roman a commencé ses temps de gloire et continue de l'être par rapport aux autres genres littéraires? Voilà. Merci beaucoup. Ça me permet de parler une partie de mon cours que parfois on néglige, à tort, il faut le dire. Mais il faut commencer par donner l'évolution du roman. Justement, important, donc, et je vais partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, pour ne pas être long. Allez. Au XVIe siècle, vous voyez, quel est le genre privilégié par les écrivains humanistes? C'était la poésie, je peux le dire. L'humanisme, c'est le XVIe siècle, c'est la Renaissance de l'humanisme. Justement. Et bien, voilà pourquoi on parle de poète humaniste. C'est très rare que vous entendez romancier humaniste. Cela ne voudrait pas dire que le roman n'existait pas à cette époque-là, bien sûr. Mais le roman était un genre mineur à cette époque-là.
Vous voyez? Donc, si on doit retenir un romancier, on parlera alors de qui? On parlera alors de Rabelais, François Rabelais, n'est-ce pas, qui va écrire Pantagruel, Gargantua. Et le roman à cette époque-là était un genre mineur. Est-ce que vous voyez? Et au XVIIe siècle, justement, quel est le genre privilégié par les écrivains? On parle maintenant de l'époque classique. Vous voyez? Donc, il s'agit un peu de la poésie, mais également du théâtre. Oui. Où est la place du roman dans ce siècle-là? Il y en avait, bien sûr, avec la préciosité et également avec le baroque. Oui. Mais surtout, il faut noter qu'à la fin au XVIIe siècle, on va retrouver ce qu'on appelle le roman psychologique, le roman d'analyse, avec qui? Avec Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Est-ce que vous voyez? Et là, le roman, qui était au début du XVIIe siècle un genre licencié, c'est-à-dire un genre qu'il faudrait, n'est-ce pas, se séparer, mais avec Madame de Lafayette, on retrouvera que le genre se rapproche peu à peu de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on étudie les états d'âme du personnage. Vous voyez? D'ailleurs, on va continuer, on arrive au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le roman devient, avec les écrivains philosophes du siècle des Lumières, le roman devient ici un instrument de critique et qui apparaît sous plusieurs formes. Le roman autobiographique, le roman épistolaire, on parlera des contes philosophiques de Voltaire, est-ce que vous voyez? On parlera des lettres du roman épistolaire, n'est-ce pas, de Montesquieu, avec lettres persanes. Et là, donc, on retrouvera qu'au XVIIIe siècle, le roman commence à gagner du terrain et retrouve ses lettres de noblesse. Est-ce que vous voyez? Et d'alors, on va venir, c'est au XIXe siècle que le roman devient ce qu'on appelle un genre roi, ce qu'on appelle le genre majeur. Est-ce que vous voyez? Il gagne du terrain, il devient maintenant un miroir de la société. Et ceci est tellement vrai qu'au XIXe siècle, pratiquement tous les écrivains se sont essayés à écrire des romans. Même les poètes romantiques vont commencer à écrire des romans. On parlera de Victor Hugo, on parlera d'Alfred de Musset, qui vont écrire des romans. Confession d'un enfant du siècle, Musset. On retrouvera également, n'est-ce pas, Les Misérables avec Victor Hugo. Est-ce que vous voyez? Donc au XIXe siècle, on retrouve justement cette flambée, n'est-ce pas, des écrivains qui vont se ruer vers le roman. Pourquoi? Parce que le roman se veut être un reflet fidèle de la réalité et nous montre notre propre image. Et d'ailleurs, l'évolution du roman nous a permis de faire un peu l'évolution des courants littéraires. On a commencé le VIe siècle avec la Renaissance et l'humanisme. C'est le VIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1500, vous mettez 15 plus 1, ça donne 6 avec 16e. On a fait également le classicisme au XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avec la naissance un peu de l'encyclopédie, avec beaucoup de philosophes. Le XIXe siècle, qui est une éclosion de courants littéraires, commençant par le romantisme jusqu'au symbolisme. Après le XXe siècle, on aura le surréalisme. Nous allons, après avoir fait un peu de cours théoriques, faire des cas pratiques. Le cas pratique touche un sujet bien précis. Le sujet, je le lis, selon une critique littéraire, la valeur d'un roman se mesure à ce qu'il contient d'observation, non à ce qu'il contient d'imagination. Je répète, selon un critique littéraire, la valeur d'un roman se mesure à ce qu'il contient d'observation, non à ce qu'il contient d'imagination. La consigne est la suivante. Dans un développement organisé, montrez d'abord que le roman peut nous renvoyer notre image et celle de la société, ensuite qu'il est avant tout une œuvre de fiction qui nous divertit, enfin que l'observation et l'imagination ne s'excluent forcément dans l'ordre romanesque, dans l'œuvre romanesque plutôt. Dans un sujet comme ça, il est un peu long. Oui. Est-ce que le candidat ou bien la candidate doit avoir peur si le sujet est long? Parfois, si le sujet est long, ils ont peur. Si le sujet est court, ils ne l'ont pas, alors que c'est l'effet inverse qui devrait se produire, si je ne me trompe pas. Effectivement, et j'insiste sur ça. Parce que les élèves, parfois, n'est-ce pas, arrivent dans la salle. Et ça, il faut le dire. Hein. Oui. Quand vous avez peur, vous ne pouvez absolument rien faire. J'ai dit à mes élèves, quand vous arrivez, dites ouf. Et dites-vous que si je n'écris pas, personne ne va écrire. Pourquoi? Parce que tu as fait des cours. Pourquoi? Justement parce que tu as suivi une école. Pourquoi? Parce que tu t'es préparé. Tu n'as pas à avoir peur. Plus le sujet est long, plus le sujet est facile. Parce qu'on vous donne des explications supplémentaires. C'est important de répéter ça. Plus le sujet est long, plus le sujet est facile. Oui. Si le sujet est court, forcément, il y a des choses que tu dois aller chercher toi-même. Quand le sujet est long, c'est qu'on vous donne des explications. Alors, dans ce sujet-là, comme vous le voyez, bien sûr, vous dites c'est long.
Peut-être c'est à cause de la consigne, Oui. hein. D'accord, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle des consignes traditionnelles. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'avis? Et ça, ce que j'appelais gâte tes saf. Est-ce que vous voyez, qu'en pensez-vous? Alors, il faudrait aller voir. Tu vas te donner. Maintenant, ici, c'est Warfeng. Est-ce que vous voyez? Warfeng, pourquoi? On vous a déjà proposé un plan. Ce qu'on appelle, si vous voulez, des consignes améliorées, des consignes Ce qui dirigées, n'était pas si vous le voulez. cas, d'ailleurs, Ah, quelques années plus tôt. Effectivement, laissait, vous en savez quelque chose. Oui, Ah on oui. disait, qu'en pensez-vous? Qu'en Le pensez-vous? plan était sujet à polémique. Déjà, il faudrait retrouver l'orientation du plan. Un plan dialectique ou plan analytique, ça dépend. Parce que vous voyez. Et si déjà vous passez à côté du plan, mais c'est fini, votre démarche n'est pas réussie. Est-ce que vous voyez? Donc ici, l'élève ne peut pas, en tout cas l'élève intelligent, ne peut pas se permettre de passer à côté du plan. Pourquoi? Parce qu'on vous a servi le plan déjà, avec d'abord, ensuite, enfin. Le sujet est là, vous avez la solution, cas pratique, on est en classe, un tel sujet, comment l'élève doit se comporter face à un sujet qui porte sur un genre littéraire, identifié qui est le roman. Vous pouvez vous déplacer et aider les élèves qui nous regardent sur ITV, mais également sur ITV Sénégal, sur la plateforme virtuelle. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Monsieur Hilaire-Sène sera là pour répondre à toutes vos préoccupations. Monsieur, vous allez. Voilà, vous voyez, nous sommes devant notre sujet. Alors, la première chose que l'élève doit faire, on vous dit, il faut lire, relire. Si vous voulez, relisez encore. Et vous verrez que la simple lecture ne me permet pas d'aborder le sujet. Alors, j'ai besoin alors d'une lecture accompagnée d'un questionnement. Je vais voir et je dis, de quoi parle le sujet? De quoi parle le sujet? C'est très important. C'était la même question pour les cours de philosophie. De quoi parle le sujet? Effectivement, c'est un sujet. Hein? Oui. D'ailleurs, on parle de méthode, parce que vous voyez. Donc, de quoi parle le sujet? Et cette question me permet de retrouver ce qu'on appelle le thème. Est-ce que vous voyez? Le thème. Le thème du sujet. Ce qui va me permettre déjà de circonscrire le sujet. On ne parle pas de la poésie. Vous ne voyez nullement où c'est écrit la poésie. Oui. On ne parle pas du théâtre, oui. qui est différent également du roman. Mais surtout, on parle du roman. Mais qu'est-ce qu'on parle du roman? De la valeur. Et quand je dis de quoi parle-t-on, ça me permet de retrouver, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le thème, la valeur d'un roman. C'est très important. Ceci me permet d'éviter de faire un hors-sujet. Est-ce que vous voyez? Qui est mal noté d'ailleurs. Justement. Et d'ailleurs, après le thème, une deuxième question s'impose. Oui. Ah oui, que dit-on du thème? Ce qu'on appelle naturellement le prédicat, que moi j'appelle l'opinion, si vous voulez. La pensée du sujet, c'est ce qui est mis entre guillemets. Regardez le verbe qui est conjugué à pour sujet grammatical, le thème que j'ai retenu. Oui. Ah oui, la valeur d'un roman nous dit, se mesure à ce qu'il contient d'observation. C'est ça l'opinion. Donc ce qui intéresse ici, c'est surtout comprendre ce que c'est que l'observation. Comprenez que je n'ai pas assez de place, sinon j'allais écrire se mesure à ce qu'il contient d'observation. Oui. Mais surtout le mot-clé qui m'intéresse ici, c'est observation. Le roman aurait de la valeur que lorsqu'il, n'est-ce pas, lorsqu'il devient observation. Le conditionnel est important parce qu'on ne prend pas de position. Il faut nuancer. Oui, ça, il c'est faut important. nuancer parce qu'on retrouvera quelque part, n'est-ce pas, que le roman peut être autre chose. Oui. Et donc, observation. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est quoi le roman comme observation? L'élève ne peut pas continuer la dissertation s'il ne comprend pas la pensée du sujet. Voilà pourquoi il faut reformuler le roman. N'est-ce pas? Observation, ça veut dire le roman qui reflète. C'est le roman comme un miroir. Est-ce que vous voyez? Le roman comme un miroir. Donc, si le roman est miroir, ça veut dire donc que le roman peut refléter quoi? Notre propre image. Ça veut dire que le roman peut refléter quoi? La société. Mais comment? De manière fidèle. De manière objective. Une fois que l'élève a compris la pensée, et vous voyez, il y a une opposition à ne pas négliger. Non pas. Est-ce que vous voyez? À ne pas négliger. Hein, il paraît qu'on se mesure à ce qu'il contient d'observation. Non.
opposition. Donc ici, la pensée du sujet se veut, n'est-ce pas, être l'observation et non pas une imagination. Et d'ailleurs, ce sont les deux mots qui s'opposent, observation Justement, et imagination. Observation, imagination. Il y a la rime, hein, est-ce que Oui. vous voyez? Donc qui nous permet de retrouver déjà cette opposition-là. Et ceci dans la deuxième partie. On va montrer les limites de la pensée. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et voilà pourquoi une troisième question s'impose aussi. Maintenant que j'ai compris le sujet, je dois savoir ce que l'on me demande de faire. Et parfois, c'est là où les élèves passent à côté. Parce qu'à partir de là, ils veulent maintenant réciter ce qu'on appelle le cours, justement sur la réalité. Et d'ailleurs, que ce soit en philosophie, en français, la récitation n'est jamais et ne restera jamais la meilleure solution. Un sujet, c'est une équation à temps réel à décoder avec des questions. Première question, de quoi parle le sujet pour trouver le thème, c'est-à-dire la valeur du roman. Ensuite, pour trouver l'opinion, on pose quelle question, professeur? Pour trouver l'opinion, on dit que dit-on? Que dit-on? Que dit-on du thème? Que dit-on du thème? Justement, c'est le prédicat que j'appelle l'opinion. Vous verrez pourquoi j'ai choisi ce vocable opinion. Et après le thème et l'opinion, qu'est-ce qui suit? Le plan. Que me demande-t-on? Ça, c'est le plan. Oui. Où est-ce que je vais prendre, n'est-ce pas, ce plan-là? Mais justement, dans la consigne. Déjà donné dans la consigne. Justement, c'est elle qui oriente mon travail. Est-ce que vous voyez? Alors, le plan, que me demande-t-on? Je regarde la consigne. Mais regardez la consigne. Il y a un élément, parfois, qu'on néglige. Développement organisé. Moi, je dis à mes élèves, ce n'est pas pour rien qu'on a écrit développement organisé. Et pourquoi on a écrit développement organisé? Un développement doit être organisé. Cette répétition, elle est pédagogique, c'est ça? Justement, elle est pédagogique parce que parfois les élèves pensent que la dissertation, c'est un bavardage intellectuel. Vous voyez? Donc, ils vont, c'est pour ne pas qu'ils récitent justement le cours. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller quérir les savoirs et les connaissances qu'on vous a donnés dans le cours pour le remettre ici. Vous n'avez absolument rien fait d'extraordinaire. C'est un travail organisé. Et donc, pourquoi? Parce que la dissertation est une production écrite. Oui. Ainsi donc, elle doit être structurée, organisée et ordonnée. Justement, cela me permet de vous dire que quand on dit développement organisé, il y aura des parties. Ces parties-là vont débuter par des introductions partielles pour se terminer par des conclusions partielles. Oui. Vous voyez, ce sont des petits paragraphes. Ces parties-là auront des sous-parties introduites par quoi? Par ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Il faut qu'il y ait ces connecteurs logiques-là. Et ces parties-là également, il y aura la présence de ce qu'on appelle les alinéas. Ces petits espaces-là qui marquent le début d'un paragraphe. L'aspect formel est important. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est noté. Effectivement. Effectivement. Il n'y a pas que la compréhension du sujet que l'on corrige. Il n'y a pas que la langue également que l'on corrige, ce qui est très important. D'ailleurs, il faut le dire. Il y a également ce qu'on appelle la présentation du devoir. Est-ce que ouais, c'est très important? Oui. Parce que la forme déjà pousse le correcteur à lire votre production. Quand c'est mal fait, quand c'est mal présenté, le professeur n'a pas envie de lire. Oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand c'est bien présenté déjà, mais ça peut plaire le professeur. Attends, il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes aussi. Hein, et nous aimons la beauté comme toutes les autres personnes. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, cette organisation, elle est alors fondamentale. Alors, donc, montrer quoi? D'abord, première partie. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, l'élève ne se trompe pas. D'abord, première partie. D'abord. Oui, c'est clair. D'abord que le roman peut nous renvoyer notre image et celle de la société. Et vous voyez que je ne me trompe pas parce que j'avais compris donc que le roman est un miroir. On nous parle déjà d'image. Quelle image? Notre propre image. Quelle image? L'image de la société. Et ça, c'est ma première partie. Est-ce que vous voyez? Je continue la deuxième partie. Ensuite, ici, nous montre qu'il y aura ce qu'on appelle une antithèse. Nous sommes dans une perspective dialectique. Une antithèse qui n'est pas forcément une opposition, c'est tout simplement la continuité, parce que toute citation a des limites. Justement, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a forcément des limites, il y a forcément des nuances qu'il faudrait montrer. S'il est vrai que le roman reflète la réalité, quelle est la place accordée à l'imagination dans le roman?
C'est-à-dire que le roman ne se borne pas tout simplement à être fidèle à la réalité. Le roman n'est pas forcément un miroir que l'on promène le long des chemins, exactement. Le roman est également une œuvre de fiction. Effectivement, une œuvre de fiction, mais laquelle fiction? Oui. Qui est très importante et qui donne également de la valeur au roman. Je reviendrai sur ça. Oui. Sans laquelle, l'imagination, sans laquelle, mais le roman n'existerait point. Oui. On ne pourrait pas parler de roman s'il n'y a pas de fiction. Toutes les meilleures définitions du roman commencent par dire que c'est une œuvre d'imagination. Oui, oui. C'est un récit fictif, c'est une histoire feinte. Donc une histoire inventée de toutes pièces. Même si, après, il faut nuancer sur le roman autobiographique. Oui, et même il faut le dire, même dans le roman autobiographique, on se veut être fidèle. Oui. On raconte sa propre vie. Exactement. Mais parfois, est-ce qu'on dit tout? Oui, Ça, il faut le pacte dire. de fidélité Oui. Est-ce qu'on peut dire tout? Déjà, la mémoire est infaillible. On peut avoir des trous de mémoire, vous voyez. C'est vrai. Effectivement. Même dans le roman autobiographique, il y a pratiquement une dose de fiction oui, ça, avec la subjectivité dont on parle. Oui. Alors, donc, vous voyez, j'en étais à la deuxième partie, justement pour montrer que le roman, n'est-ce pas, il y a également une place accordée à l'imagination. Cette imagination favorise ce qu'on appelle le divertissement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, qu'il est avant tout une œuvre de fiction qui nous divertit. Parce que, ouais, donc on arrivera à cette fonction du roman qui est le divertissement. D'ailleurs, une fonction principale du roman. D'accord. Et il y a un pont, oui. Vous voyez, donc est-ce que l'élève peut se tromper, sincèrement? Non. L'élève S'il lit bien la consigne, Oui. parce que la lecture, elle est importante. Le professeur Songuediou parlait de 25 minutes de lecture. Une lecture qui ne devrait pas être imprécise, mais une lecture qui doit être minutieuse, parce que c'est la lecture qui permet à l'élève, au candidat ou bien à la candidate de décoder le sujet. La lecture, elle est importante. Effectivement. Vous savez, j'ai dit aux élèves, c'est pas pour rien qu'on vous donne 4 heures. Oui. 4 heures. Tu vois des élèves qui sortent de la salle après 2 heures de temps. Même moi, professeur, vous me donnez un sujet que je n'ai jamais rencontré, je ne peux pas le faire en 2 heures de temps. Et surtout, travailler pendant 9 mois. Oui, effectivement. Et gaspiller son temps pendant 4 heures, Quand même. ça ne sert à rien. Quand même. 4 heures. 4 heures. 4 heures, ça veut dire que tu as ton temps. Si tu es méthodique, tu peux faire la dissertation. Et j'ai dit toujours à mes élèves, épuisez le temps qu'on vous a donné. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas de temps. Et donc, il faut travailler, encore travailler, parce que moi, je dis que cette analyse même du sujet peut aller jusqu'à 45 minutes. Parce que quand cette analyse-là est réussie, mais tout le reste devient facile. Mais regardez, n'est-ce pas, thème, opinion, plan. Pourquoi j'ai choisi 3 parties. T-O-P. L'élève est au top de son sujet. Et forcément, il aura une bonne note s'il est au top. Pour commencer sa dissertation, il faut être au top de sa dissertation. C'est le thème. Et d'ailleurs, quand on dit top, mais quand vous êtes en train de faire une course, si tu commences ta course avant même d'entendre top, qu'est-ce qui se passe? On vous disqualifie. Vous disqualifie. Donc c'est la même chose. Avant de commencer sa dissertation, il faut être au top. Il faut être à mesure, n'est-ce pas, de commencer parce que tu as tous les éléments qu'il faut. Oui. Professeur, nous allons enchaîner très rapidement. Et dans l'introduction, les élèves ont l'habitude de définir. Il y a un schéma mécanique, c'est de partir de la littérature et l'expression, parmi lesquelles le roman, etc. Ce schéma mécanique-là, comment briser ça? Parce que ça ne pousse pas à l'élève de créer, parce que l'introduction, c'est d'abord une activité de création. Oui, mais il y a un schéma classique, la littérature est l'ensemble qui se trouve dans toutes les régions, dans toutes les villes, une définition tellement démocratique, je ne sais pas comment ça se passe. Mais gars, quand vous commencez par dire la littérature est l'ensemble des œuvres, c'est pas faux, hein. Mais quand tout le monde le dit, il n'y a plus de la valeur. Il n'y a pas d'originalité au fait. Oui, il n'y a plus d'originalité, justement. Et l'élève doit savoir que pour faire l'introduction, on commence, on le dit, amener le sujet, poser la problématique, annoncer le plan. Dans amener le sujet, il faut faire l'accroche, il faut faire ce qu'on appelle l'amorce, si vous voulez. Est-ce que vous voyez? Et cette amorce-là se fait comment? Justement à partir du thème.
Parce que, ouais, à partir du thème, mais on parle du roman. Commence par définir le roman, si tu veux, de manière générale. Ce qu'on appelle partie du général au particulier. Mais ça ne veut pas aller justement vers la littérature. Part du général, définir le roman comme étant une œuvre d'imagination, généralement écrite en prose et qui met en scène des personnages inspirés de la réalité dans un cadre spatio-temporel. Ceci, c'est une des définitions générales du roman. Mais cela ne me permet pas d'entrer dans le sujet. Est-ce qu'on parle dans cette définition de valeur? Est-ce qu'on parle d'observation dans cette définition? J'ai besoin maintenant d'une autre approche qui aborde la pensée du sujet que j'ai actuellement. Si je vous baisse, rime avec wax du baisse. Est-ce que vous voyez, vous ne pouvez pas, déjà à la maison, n'est-ce pas, se mettre des définitions, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore, prêt à porter. Des passe-partout, comme on les appelle, des introductions passe-partout. Monsieur, tu peux me donner une définition, si on me donne un roman, je pourrais le dire. C'est impossible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Je ne peux pas le faire, je ne suis pas un génie. Oui. Ah ouais, vous voyez, donc je le dis, je ne suis pas un génie. Donc il faut surtout savoir que c'est ce jour-là que tu vas travailler, que tu vas faire le top. Et quand tu seras au top du sujet, tu sauras quoi dire. Et entre le thème, l'opinion et le plan, il y a une articulation. On ne passe pas du thème à l'opinion d'une manière abrupte. Il y a des adverbes de transition, il y a une articulation. C'est dans ce sillage, c'est dans ce contexte, c'est par ce truchement. De petites expressions que les élèves ignorent et parfois elles donnent sens à l'introduction. À l'introduction, parce que l'introduction, c'est ce qu'on appelle la première partie. Elle doit être séduisante. Ah oui, c'est le premier contact entre l'élève. Merci beaucoup. Et je dis à mes élèves que l'introduction, c'est comme une belle fille. Elle doit être séduisante, charmante, cohérente et pertinente. Si jamais ce premier contact-là, n'est-ce pas, est raté, mais c'est fini. D'ailleurs, notre premier contact tout à l'heure, si on était parti de... C'était fini. Oui. Bon, quand tu me dis Pape Ali, je dis celui-là, non, c'est pas la peine. Est-ce que vous voyez? Par contre, si c'est déjà bien fait, n'est-ce pas, tout ce que les gens diront de mauvais sur toi, je m'en fous. On a 2 minutes pour chaque partie pour essayer un peu de voir comment le roman se fait-il ou bien se constitue-t-il comme étant un genre qui se fonde sur l'observation? Comment le roman devient-il un genre qui se fonde sur l'observation? Justement, comment? Quand on dit observation, les romanciers du 19e siècle, Oui. à l'instar de Stendhal, tout à l'heure tu as parlé d'une citation. Oui. C'est une simplification. En fait, les gens disent que le roman, n'est-ce pas, est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. C'est une simplification. Oui. Mais la vraie citation de Stendhal, c'est quoi? C'est dire qu'un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Oui. Tantôt, il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Oui. Est-ce que vous voyez? Ça, oui. La grande route ici symbolise quoi? La société. Oui. L'azur des cieux symbolise quoi? Mais le côté splendide, la splendeur de la société. Mais également, la fange des bourbiers de la route symbolise la laideur de la société. Donc, le roman ne cache absolument rien. Il dit tout, n'est-ce pas? Et le roman devient une photocopie exacte de la réalité. Et justement, on va dire une photocopie exacte. Mais attends, quand justement Balzac ose dire dans la comédie humaine, all is true, tout est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a observé. C'est ce qu'il voit, qu'il décrit dans son roman. Et d'ailleurs, à ce sens-là, le romancier n'est pas loin d'être un journaliste. Oui. On a dit observation, non? Observation rime avec documentation, rime avec investigation. Mais le romancier, avant d'écrire, va faire des enquêtes, va se documenter. Et déjà, je saute sur l'exemple de Émile Zola. Lorsqu'il va écrire Germinal, il n'a pas hésité, voyez-vous, à séjourner au nord de la France pour mieux observer les conditions désastreuses des ouvriers mineurs. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il fait, il descend même jusque dans la mine. Il va assister, n'est-ce pas, à des réunions syndicales pour mieux comprendre. Est-ce que vous voyez? Il va même assister à la grève. Une grève qu'il va décrire avec tous ces détails-là dans son
dans ce roman. Et ce sont des idées chères au courant littéraire qui s'appelle le réalisme et naturalisme, parce qu'on dit Zola, Stendhal, tout cela, ce sont Donc quand vous auteurs. parlez même de naturalisme, on ne parle plus d'observation, mais on continue, on va plus loin, on parle d'expérimentation. Est-ce que vous voyez? Donc il y a ici déjà les sciences qui interviennent. Pourquoi? Parce qu'on veut justement montrer avec toute objectivité. Je pense bien que c'est Champfleury qui le dit, qui le dit. Est-ce que vous voyez? Le romancier ne juge pas, ne condamne pas. Il expose des faits. Cette exposition est forcément la fille, n'est-ce pas, de l'observation. Et on est au 19e siècle avec les réalistes et naturalisme, mais également les écrivains africains vont faire encore de l'observation, leur cheville ouvrière dans leur laboratoire d'écriture, parce qu'ils avaient la colonisation et l'esclavage à combattre. Naturellement, quand vous prenez Aminata Sofa, la grève des battus, mais Aminata Sofa a observé, n'est-ce pas, voilà, la grève des battus, les enfants de la rue, n'est-ce pas, les gens sans abri, n'est-ce pas, il a observé les rues de Dakar. Quand vous prenez une vie de boy, forcément, ce sont des gens de Ferdinand Oyono. De Ferdinand Oyono. Ce sont des gens qui vont, n'est-ce pas, justement, observer la société, voir ce qui se passe et qui se donnent, n'est-ce pas, comme obligation de dire réellement la réalité en toute objectivité, en toute fidélité. Et d'ailleurs, je garde cette fameuse expression de René Maran dans Batouala, la frère Pras, qui a fait sa célébrité. Civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Rabindranath Tagore, ce poète hindou, m'a dit ce que tu étais. Tu bâtis ton royaume sur des cadavres, quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses. Tu te mets dans le mensonge, à ta vue les larmes de sourde et la douleur de crier. Tu n'es pas un flambeau, mais un incendie. Tout à quoi tu touches, tu le consumes. René Maran, un romancier engagé, qui ne pouvait pas croiser les bras face à cette citation, n'est-ce pas, de la colonisation. Il se devait de montrer naturellement la réalité. Professeur, il est presque l'heure, la cloche va sonner. Nous allons nous en arrêter là, mais nous allons continuer demain. Mardi, nous allons continuer le cours et également parler de la poésie et des autres genres littéraires. Parce que l'année dernière, il y a eu le théâtre qui est sorti comme sujet. Et juste 30 secondes pour terminer, mais nous allons continuer demain par rapport à la poésie, mais également au théâtre. Donc justement, on va continuer parce qu'on ne peut pas laisser le sujet en semaine. On va continuer un peu sur, n'est-ce pas, la deuxième partie, peut-être demain. Mais ici, justement, pour terminer, qu'il faut savoir que dans cette première partie-là, l'élève doit montrer ce qui fait la valeur du roman, qui est ici l'observation, c'est-à-dire que le roman a de la valeur lorsqu'il reflète fidèlement, en toute objectivité, notre propre image, mais également celle de la société. Voilà. Professeur, merci. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que 30 minutes, c'est peu, c'est beaucoup. On s'adapte au contexte, mais c'est une promesse. Demain, vous serez là pour que l'on fasse pour continuer le sujet, mais également on fera la poésie et le théâtre. Les gestes de sensibilisation s'imposent. Nous allons juger également, après avoir fait cours, nous laver les mains, respecter toujours la distance de 2 mètres. Et l'école vous se déplace chez vous pour faire des cours avec le professeur qui sera là demain. C'est une promesse pour continuer les cours de français. Donc il est 10h32, 2 minutes pour les élèves, ce n'est rien. On respecte le cadre académique. Donc je vous donne rendez-vous demain sur ITV. Même heure, même professeur, on va parler du français avec les genres littéraires, que ce soit le roman, la poésie et le théâtre. Lavez-vous les mains, restez chez vous et respectez également les mesures hygiéniques. Avec e-école, nous allons combattre le coronavirus par les mesures hygiéniques, mais également par le savoir.